Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on repart sur un vieux format que j'avais adoré et que franchement j'aurais dû relancer bien plus tôt. Parce que oui, il y a longtemps, j'avais lancé un premier Que sont-ils devenus sur un format live cette fois-là, et j'en garde un vrai bon souvenir. Déjà parce que le sujet était passionnant, mais surtout parce que, un peu comme mon livre, c'est un format qui permet de raconter la NBA un petit peu autrement. Pas juste avec des stats, des trophées ou des classements, non, autrement vraiment. Là on parle de carrières qui ont bifurqué, de trajectoires cassées, de disparitions soudaines, de joueurs qu'on croyait installés et puis que finalement on n'a quasiment plus jamais revu. Et franchement ce tome 2 ça fait un moment que je me suis promis de le faire, mais à chaque fois il y a toujours un autre sujet qui passe devant. Alors au bout d'un moment je me suis dit stop, peu importe le contexte, peu importe le moment, si je ne faisais pas ce sujet maintenant je ne le ferai jamais. Du coup aujourd'hui vous avez compris, pas de sondage Insta, c'est moi qui ai choisi pour suivre cette vieille envie que je repousse depuis trop longtemps. Mais avant qu'on commence j'en profite quand même pour vous le rappeler, si vous aimez la chaîne, si vous aimez ce genre de format un peu différent, un petit peu narratif, pensez à vous abonner. Si vous cumulez YouTube et Insta, vous pouvez suivre à peu près tout ce qui se passe autour de la chaîne, des sondages jusqu'aux coulisses. Plus vous serez nombreux et plus j'aurai des facilités à vous proposer ce genre de vidéos un peu à part que j'adore réaliser. Mais bref, aujourd'hui on va parler de 6 joueurs et surtout de 6 trajectoires très différentes. Certains étaient d'énormes promesses, parfois même des mecs qu'on imaginait devenir des stars avant de disparaître presque d'un coup. D'autres sont moins connus du grand public mais ont vécu des histoires tellement étranges, improbables ou marquantes qu'elles méritaient largement qu'on s'y attarde. L'idée, comme dans le tome 1, ce n'est pas juste de dire tiens, ils jouent là-bas maintenant, c'est de comprendre ce qui leur est arrivé, comment leur trajectoire a déraillé, bifurqué ou changé de monde. Et pour le watch time, vous connaissez, j'ai gardé mes 2 histoires préférées pour la toute fin. Allez, installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de gars qu'on pensait connaître et qui finalement ont complètement dévié de la trajectoire qui était prévue pour eux. Allez, pour commencer, on va parler d'un joueur qu'on résume beaucoup trop souvent à 2 semaines de complète folie, alors que, en vrai, son histoire est bien plus solide que ça. Jeremy Lin, à la base, c'est tout sauf un profil NBA classique. Né en Californie dans une famille taïwano-américaine, il grandit loin des circuits habituels des futurs pros. Pas une star AAU, pas un phénomène de mixtape, pas un mec que les grosses facs s'arrachent. Pourtant, au lycée, il claque une énorme saison et gagne un titre d'état. Mais malgré ça, aucune université majeure ne lui déroule le tapis rouge. Résultat, il part à Harvard. Et là, déjà, vous captez le délire. Harvard, ce n'est pas une fac censée envoyer des gars au NBA, en tout cas pas dans ce genre d'histoire. Et pourtant sur place il devient l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du programme, tient tête à des prospects élites et commence à faire parler de lui sans pour autant vraiment convaincre les franchises de la grande ligue. Et c'est ça qui est fou avec lui, dès le départ il est complètement hors des cases. Parce qu'en 2010, il n'est même pas drafté, personne n'en veut. Il signe aux Warriors, joue très peu, enchaîne les allers-retours en D-League, se fait couper, récupérer, recouper, il passe même par Houston sans même y jouer un match. En gros, à ce moment-là, Jeremy Lin, c'est pas du tout une success story. C'est un mec qui lutte juste pour rester en NBA. Et ça, c'est hyper important pour comprendre la suite, parce que quand il arrive à New York, il est déjà au bord de disparaître du circuit. Et là, d'un coup d'un seul, vous connaissez l'histoire, tout explose. Février 2012, les Knicks galèrent, Mike D'Antoni n'a plus de solution et Lin se retrouve à jouer presque par défaut. En quelques jours, il enchaîne 25 points, puis 28, puis un match à plus de 20 points et 10 passes, puis 38 contre les Lakers de Kobe Bryant. Et là, c'est terminé, la Linsanity explose. Pas juste un buzz NBA, un vrai délire mondial. Un mec non drafté sorti de Harvard qui devient la plus grosse histoire du sport en quelques jours, c'est ouf. Et ce qui plaît, c'est qu'il ne triche pas. Ce n'est pas du marketing vide, il joue vraiment très bien, il attaque, il crée, il enflamme les matchs. Le mec s'attendait tellement pas à ça, il avait même pas de logement à New York en cette période. Il dormait sur le canapé de Landry Fields, un de ses coéquipiers, et c'est là que pour moi son histoire devient vraiment un cas à part. Parce que la Linsanity, ce n'est pas juste du basket, c'est culturel, c'est symbolique. Il devient une figure pour toute une communauté asiatique qui ne se voyait pas représentée en NBA. Il brise des stéréotypes, il dérange aussi. Et même des années plus tard, il parlera encore d'insultes qu'il a subies sur les terrains en tant que joueur asiatique. Donc oui, il y a le joueur, mais il y a aussi tout ce que le joueur représente, et ça, c'est énorme. Sauf que cette folie, comme tout le reste, elle ne dure pas éternellement. Il se blesse, quitte New York, part à Houston, puis enchaîne les franchises, les Lakers, Charlotte, Brooklyn, Atlanta. Et là, faut être honnête, il ne redevient jamais la
superstar de 2012. Mais il reste un vrai joueur NBA, attention, plus de 9 saisons, près de 500 matchs, plus de 5000 points. Pour un mec non drafté, c'est immense. Et ça, on l'oublie souvent, parce que la Linsanity a écrasé tout le reste. Et c'est après ce parcours, à ce moment-là, que beaucoup de gens le perdent de vue. En 2019, il est champion NBA avec Toronto. Sur le papier, c'est magnifique. Dans les faits, il joue très peu en play-off, et lui-même le vivra comme un moment à la fois incroyable et très frustrant. Et après ça, il disparaît du radar NBA. Mais en réalité, il ne disparaît pas du tout, il change juste de monde. Parce que ouais, son histoire ne s'arrête pas du tout là. Pas à la fin de la NBA. Il part en Chine, au Beijing Ducks, et là-bas, il redevient une vraie tête d'affiche. Il remplit les salles, performe, attire l'attention, puis il repasse aussi par la G-League pour tenter un comeback NBA, et prouve encore qu'il a le niveau, avec près de 20 points de moyenne. Mais la Ligue ne le rappelle pas. Pas parce qu'il ne sait plus jouer, mais parce que la page semble définitivement tourner. Mais franchement, il joue son coup beaucoup plus intelligemment que ce qu'on pourrait le croire à ce moment-là. Il bascule définitivement vers l'Asie, Chine puis Taïwan, et là, nouvelle transformation. À Taïwan, il devient une icône, il joue avec son frère, fait des matchs à 50 points, gagne des titres, est élu MVP des finales, clutch player de l'année, bref, il redevient le patron. Et ça, c'est incroyable dans une carrière, réussir à se réinventer ailleurs et redevenir dominant. Lui-même dira que ces titres-là comptent parfois encore plus pour lui que son titre NBA, parce que cette fois-ci, il est vraiment au cœur du projet. Et en parallèle, il construit autre chose, et c'est peut-être ça finalement le plus important. Parce que Jeremy Lin, ce n'est pas juste un joueur, c'est aussi un business. Plus de 67 millions de dollars gagnés en NBA, mais aussi beaucoup d'argent généré en Asie via les sponsors. Nike, Adidas, Tiger, Volvo, des marques locales. Il a même ses propres chaussures signature avec X-Step, les J-Lin, ce qui est rarissime pour un joueur de ce statut. Contrairement à beaucoup, il ne fait pas du bling-bling. Il investit, développe sa structure J-Lin et s'engage beaucoup via sa fondation sur des sujets comme l'éducation, le racisme ou la santé mentale. Comme quoi, Harvard, ça n'a pas servi à rien, parce que contrairement à d'autres dont on parlera plus tard, lui a su parfaitement gérer son bankroll. Puis en 2025, il annonce sa retraite, mais il ne part pas non plus dans l'ombre, il part champion, célébré avec un maillot retiré à Taïwan devant des milliers de fans, et ça c'est peut-être la meilleure image pour résumer sa carrière. Un mec que personne ne voulait, qui finit honoré comme une légende, même si ce n'est pas en NBA. Et vous voyez, pour moi, c'est le vrai twist concernant Jeremy Lin. Il n'a pas juste quitté la NBA et disparu, il a changé de monde. Cette histoire, finalement, c'est une vraie success story du début à la fin, et je pense qu'on ne le sait pas assez, ou alors on l'oublie trop souvent. C'est bien pour ça que j'avais envie de parler de lui aujourd'hui, parce que pour moi, après la NBA, on a eu tendance à bien trop vite zapper Jeremy Lin. Mais allez, maintenant, on enchaîne avec l'histoire d'un globetrotter qui, pour moi, a surtout souffert d'être né à la mauvaise époque. Parce que Jahlil Okafor, à la base, c'est vraiment le fantasme du grand pivot à l'ancienne. Très jeune, à Chicago, où il a grandi, il est vu comme un phénomène. Immense, ultra propre dos au panier, des mains magnifiques, du toucher, du jeu de jambes, bref, tout ce qu'on adorait chez les intérieurs dominants. Au lycée, il rafle presque tout, et son nom pèse hyper lourd. Puis à Duke, il confirme direct, près de 17 points, 9 rebonds, le titre NCAA en 2015, et une image très claire au moment de la draft, celle d'un futur pivot majeur en NBA. Et au départ, croyez-moi, sa hype est complètement logique, complètement méritée. Quand Philadelphie le draft en 3ème position en 2015 derrière Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, le choix paraît logique, et sa saison rookie ne ressemble pas du tout à celle d'un bust immédiat. Il tourne à presque 18 points et 7 rebonds, il est dans la All-Rookie First Team, et offensivement, il montre de vraies qualités. Il sait scorer près du cercle, encaisser les contacts, punir au poste, sauf qu'en parallèle, tout commence déjà à bouger trop vite autour de lui. Philly est en plein process, les intérieurs s'empilent, Joel Embiid arrive, Nerlens Noel est là, et surtout la NBA change, de plus en plus d'espace, de vitesse, de polyvalence, et lui, malgré son talent, représente presque déjà un monde trop ancien au pire moment possible. Et pour moi, c'est à ce moment-là que son histoire devient réellement cruelle. Parce qu'Okafor n'est pas juste dépassé par ses propres limites, il est aussi rattrapé par son époque. Son profil perd de la valeur très vite, sa défense inquiète, sa mobilité pose question, il ne stretch pas le jeu, et peu à peu, sa carrière se transforme en chaos. Il y a une bagarre à Boston, un énorme excès de vitesse, des rumeurs, un environnement toxique, puis ce fameux t-shirt Fridja porté par son père quand tout le monde comprend qu'il faut le sortir de là. Résultat, à peine 2 ans et demi après avoir été drafté 3ème, il est déjà transféré à Brooklyn, puis ballotté ailleurs. La descente aux enfers va beaucoup trop vite pour lui. Et pourtant, il ne disparaît pas d'un coup, il tente de s'accrocher, de survivre. À New Orleans, il retrouve un peu d'air, pas une renaissance spectaculaire, mais il rejoue, apporte encore et montre qu'il peut être utile. Ensuite, Détroit, puis plus grand chose, et c'est là que commence sa vraie deuxième vie. Chine, G-League à Mexico, Espagne, retour en Chine, Porto Rico. En fait, il devient un voyageur du basket mondial, et je trouve ça fascinant, parce que même loin de la NBA, il reste dans une logique de boulot, et surtout de survie sportive. Mais le vrai petit rebond sympa dans son histoire, il arrive beaucoup plus tard. Lors de la saison 2024-2025, Indiana lui redonne une petite fenêtre, d'abord en G-League, où il redevient très productif, avec presque 19 points et 19 rebonds, puis derrière, les Pacers lui filent un contrat de 10 jours en février 2025.
2025. Et mine de rien, symboliquement, c'est fort, parce qu'entre-temps, beaucoup l'avaient déjà rangé dans la case oubliée. Lui, 10 ans après sa draft, regoute quand même à la NBA. Alors oui, ça ne relance pas sa carrière durablement, mais ça ajoute un chapitre de résilience que personnellement je trouve assez beau. Et aujourd'hui, vous savez où il est? Parce que c'est bien là où on doit en venir dans la vidéo du jour. Eh bien, depuis l'été 2025, il est au Japon. Il joue à l'Evanga Hokkaido, et clairement, il n'est pas là-bas pour faire de la figuration. Actuellement, il tourne à presque 16 points, 8 rebonds et plus de 3 passes avec une énorme réussite au tir. Ce qui est presque ironique, c'est qu'au Japon, ce dinosaure supposé reste un intérieur redoutablement efficace qui finalement a su s'habituer au basket d'aujourd'hui. Son coach disait même récemment qu'il fallait parfois le pousser à être plus agressif parce qu'il pense beaucoup trop au collectif. Donc l'image du gros scoreur old school un peu figé ne raconte pas toute l'histoire. Aujourd'hui, c'est aussi un joueur d'équipe, un point d'ancrage, un vétéran qui continue à produire, mais aussi à s'adapter. Au final, on n'est pas du tout sur une ancienne star NBA prétentieuse qui s'accroche à un passé qui n'existe plus, non. Malgré les échecs, Jahlil Okafor, pendant toute sa carrière, a continué à bosser en toute humilité, et ça, c'est tout à son honneur. Globalement, on sait qu'il a gagné plus de 21 millions de dollars en salaire NBA, qu'il a eu au moins Nike comme équipementier, mais clairement, il n'a jamais été une grosse machine marketing, et ça colle assez bien au personnage. Okafor, ce n'est pas l'ancien crack qui s'est plaint de son sort toute sa vie, c'est plutôt un mec qui a continué à taffer, à voyager et à tenter de vivre de sa passion le plus longtemps possible sans jamais en faire trop. Et si on fait un gros résumé, pour moi, Jahlil Okafor, c'est une espèce de capsule temporelle. Pendant un moment, il incarnait le futur, le grand pivot dominant, la star de Duke, le numéro 3 de draft, prêt à durer 10 ans, et puis la ligue a muté plus vite que lui. Ses qualités n'ont pas disparu, c'est juste leur valeur en NBA qui s'est effondrée. Alors il a fait autrement, il a pris l'avion encore, et il s'est inventé une deuxième carrière à travers la planète. Et quelque part, c'est peut-être ça la vraie réponse à que devient Jahlil Okafor, un voyageur mondial du basket, un globetrotter. Mine de rien, cette résilience, je trouvais ça super intéressant, super important de la mettre en avant aujourd'hui. Bien sûr, on peut critiquer Okafor sur le manque d'impact qu'il a eu en NBA, ses difficultés à s'adapter et ce que ça a engendré ensuite, je n'ai aucun souci avec ça. Cependant, sur l'homme qu'il est et sur la gestion de sa carrière, ce qu'il fait est assez exemplaire, et pour ça, vraiment bravo à lui. Du coup, on bascule sur un troisième dossier, et celui-là, franchement, il fait mal. Parce que Tyreke Evans, c'est aussi le rappel qu'un trophée de Rookie of the Year, ça ne te garantit absolument rien. Tyreke Evans, à la base, c'est une énorme promesse du basket américain. Il vient de Chester, en Pennsylvanie, une ville dure, marquée par la précarité, mais aussi par une vraie culture du playground. Très tôt, il devient une star locale, puis nationale. Au lycée, c'est un monstre de hype. McDonald's All-American, MVP du match, prospect ultra coté, garde immense pour son poste, puissant, explosif, capable de traverser le terrain comme un camion lancé à pleine vitesse. Ensuite, il passe une saison à Memphis, chez John Calipari, en NCAA. Il tourne à près de 17 points, plus de 5 rebonds et presque 4 passes, confirmant tout le bien qu'on pensait déjà de lui. À ce moment-là, il a vraiment l'allure d'un futur très grand. Et là où ça fait mal, c'est que ses débuts en NBA donnent quasiment raison à tout le monde. Sacramento le draft en 4ème position en 2009, et sa saison rookie est fantastique. Plus de 20 points, plus de 5 rebonds, presque 6 passes. Il est élu rookie de l'année en 2010 devant Stephen Curry et rejoint ce club très fermé des rookies capables de finir une saison en 25-5. Là, franchement, tout le monde se dit qu'on tient quelque chose de très sérieux, parce que Tyreke, c'est pas juste des stats, c'est aussi un style. Il attaque le cercle, absorbe les contacts, joue avec son physique, crée avec le ballon. En gros, il ressemble déjà à un créateur moderne avant que ce profil devienne à la mode en NBA. Sauf que c'est justement à partir de là que son histoire commence à devenir frustrante. Parce qu'après cette première saison, sa trajectoire ne prend pas la direction qu'on imaginait. Il reste un bon joueur NBA, parfois même un très bon, mais il ne devient pas la star attendue. À Sacramento, les blessures s'invitent, son rôle, son poste change sans arrêt, et on ne sait jamais totalement quoi faire de lui. Meneur, arrière, créateur principal, on ne trouve pas. Alors il part à New Orleans, où il continue à produire. En 2015, par exemple, il tourne encore à près de 17 points, plus de 6 passes et plus de 5 rebonds. Donc ok, Tyreke a du mal à trouver sa place exacte, mais il est quand même toujours là, toujours présent. Et puis, il y a ce moment où tout semble repartir de l'avant, c'est positif. Lors de la saison 2017-2018 à Memphis, la ville où il était à la fac, il retrouve une très grosse version de lui-même. Presque 19 points, plus de 5 rebonds, plus de 5 passes et une conclusion évidente. Le talent est toujours là. Il finit même dans les discussions pour le trophée de meilleur 6e homme. À ce moment-là, on pouvait encore croire à une belle deuxième partie de carrière. Et ensuite, en profitant de sa hype, Indiana le récupère. Mais là-bas, il a du mal à confirmer. Et surtout, personne ne sait encore que la suite de sa carrière se transformera en trou noir, en virage brutal. En mai 2019, la NBA annonce qu'il est exclu de la ligue pour violation du programme antidrogue. La substance n'a pas été rendue publique, donc inutile d'inventer. Ce qu'on sait, c'est que la sanction est lourde, qu'il ne peut demander sa réintégration qu'après 2 ans, et qu'à 29 ans seulement, il disparaît quasiment du paysage NBA du jour au lendemain. Et c'est ça qui rend son cas si fort. Ce n'est pas une lente sortie de route, c'est une coupure nette. Un ancien Rookie of the Year, encore en activité, encore bankable, encore utile, et soudain, plus rien.
Et pourtant, après sa suspension, il essaye quand même de revenir. En 2022, il peut officiellement réintégrer la NBA, et là, forcément, on se demande s'il peut relancer quelque chose. Il rejoint alors le Wisconsin Herd en G-League, mais l'essai tourne court, 2 matchs, puis il est coupé. Après ça, il part à Porto Rico, puis au Venezuela, avec les Broncos de Caracas en 2023. L'oubli total. Et c'est là que ça devient vraiment étrange, presque triste, parce qu'on parle d'un mec qui 10 ans plus tôt semblait promis à une carrière de superstar, et qui finit par jouer loin de tout, dans une quasi-indifférence. Depuis ce passage au Venezuela, il n'y a plus de traces publiques solides d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, le plus safe, c'est de dire qu'il est complètement sorti des radars du basket. Par contre, en parallèle, il y a un autre volet qu'on connaît moins. Tyreke Evans a gardé un lien fort avec Chester, il y a organisé des camps gratuits, parfois avec distribution de soins pour des enfants de sa ville. En 2011, il s'était aussi engagé dans une opération de soutien après le séisme au Japon. Donc oui, son histoire est celle d'une énorme promesse qui s'est dissoute, mais ce n'est pas juste une caricature de chute, c'est aussi celle d'un mec qui a essayé de redonner là d'où il venait, et mine de rien, c'est propre. Parce que ouais, d'un point de vue financier en carrière, il a pu quand même accumuler pas mal de billets verts. Rien que sur ses salaires NBA publics, il a gagné plus de 76 millions de dollars, c'est énorme. En revanche, sa fortune réelle aujourd'hui n'est pas connue précisément, et il n'y a pas de grande reconversion publique clairement documentée. Pour les sponsors, même logique, présence équipementier classique, du Nike, mais pas de signature chou connue. Donc au fond, ce qui reste surtout, ce n'est pas l'empire qu'il a construit, c'est ce vertige, celui d'un joueur qui a touché très tôt une promesse de grandeur presque historique avant de la voir se dissoudre complètement d'un coup. Et en vrai, c'est sûrement pour ça que Tyreke Evans reste un cas qui marque. Pas juste parce qu'il a été rookie de l'année, mais surtout parce qu'avec lui, on a vraiment cru voir la naissance d'un très gros joueur avant que tout s'effondre. La difficulté à le ranger dans une case, puis sa suspension, auront définitivement ruiné ses espoirs de suite de carrière dans le basket professionnel. Et justement, dans un autre registre, il y a un cas encore plus dur. Parce que là, on va parler d'un mec qui a touché les sommets pour de vrai avant de passer des années à courir après. Parce que Isaiah Thomas n'est pas du tout l'histoire d'un simple prospect prometteur qui n'a jamais confirmé. Lui part déjà avec un handicap énorme, la taille, à peine 1m75 à un poste où les mecs font souvent 10 ou 15 cm de plus. Et pourtant, il avait une confiance en lui totalement démesurée. Son histoire commence à Tacoma, avec cette anecdote incroyable. Son père, fan des Lakers, l'appelle Isaiah à cause d'Isaiah Thomas, la légende des Pistons, après un pari perdu. Très vite, le ton est donné. Au lycée, puis à l'université de Washington, il se construit une réputation de scoreur, de leader, de mec clutch, avec une vraie aura locale. Pas le prospect le plus hype du pays non plus, mais quand même un énorme joueur universitaire. Et malgré ça, la NBA continue à douter de lui, pas à cause de son talent, mais surtout encore une fois à cause de son physique, de sa taille. En 2011, il est drafté en 60e position, le tout dernier choix, et ça à mon sens c'est une partie essentielle de sa légende. Isaiah Thomas entre dans la ligue par la plus petite porte possible. À Sacramento, pourtant, il prouve très vite qu'il n'est pas juste un petit scoreur de banc. Il progresse à toute vitesse, passe d'environ 11 points à plus de 20 de moyenne et devient l'un des meilleurs coups de sa draft. Ensuite, Phoenix le récupère, il continue à dynamiter les défenses, puis arrive le vrai grand tournant, Boston. Et là, on change complètement de dimension. Parce qu'à partir du moment où il enfile le maillot des Celtics, on ne parle plus du tout de la même histoire. Il devient une superstar. Oui, j'emploie ce mot-là sans bégayer. Entre 2015 et 2017, Isaiah Thomas est l'un des meilleurs attaquants de la Grande Ligue. Lors de la saison 2016-2017, il tourne à presque 29 points et 6 passes, finit 5ème du vote MVP, entre dans la All-NBA Second Team et porte Boston vers le meilleur bilan de l'Est. Il devient le King in the Force, le roi des fins de match, le petit meneur impossible à contrôler quand le money time arrive. Et ce qui rend le tout encore plus fort, c'est que ce n'est plus juste une belle histoire d'underdog. À ce moment-là, il est vraiment au sommet de la ligue, pour de vrai. Et c'est après que l'histoire devient presque trop lourde pour être réelle. En avril 2017, sa sœur China meurt dans un accident de voiture juste avant les playoffs. Malgré ça, il joue, et il sort des performances hallucinantes, dont ce match à 53 points contre Washington le jour de l'anniversaire de sa sœur. Honnêtement, niveau charge émotionnelle, on est sur quelque chose de rarissime. Mais en parallèle, sa hanche est déjà en train de lâcher. Il joue blessé, aggrave la situation, puis Boston le trade dans le deal de Kyrie Irving à l'été 2017, et c'est là que sa carrière s'effondre. Pas d'un coup, mais peu à peu, et c'est peut-être ça le plus dur à avaler dans son histoire. Parce qu'après ça, Isaiah Thomas ne disparaît pas, il s'accroche. Cleveland, les Lakers, Denver, Washington, New Orleans, Dallas, Charlotte. Sa carrière devient une suite de contrats courts et de tentatives de retour au sommet. Il y a encore des coups d'éclat, encore des cartons, encore des moments où son talent offensif réapparaît. Mais sa blessure à la hanche, visiblement mal soignée à Boston et aggravée par la suite, a changé trop de choses. Pour un joueur de cette taille, perdre en explosivité, c'est dramatique. Et malgré tout, il continue, il s'obstine même. En 2024, il repasse par la G-League, mais plus de 30 points de moyenne sur quelques matchs, décroche un contrat de 10 jours à Phoenix. En 2025, il remet même 40 points dès son retour en G-League, mais ensuite plus rien, vraiment plus rien. Pourtant, aujourd'hui encore, il n'a pas officiellement renoncé à jouer, il chercherait encore un contrat. Cette espèce d'obstination, c'est sûrement ça qui définit le mieux la carrière d'Isaiah Thomas.
On ne parle pas juste d'un ancien All-Star nostalgique, c'est un mec qui refuse d'accepter la fin. En parallèle, il reste très lié à Seattle, il parle souvent de son envie de coacher un jour à l'université et continue à s'investir dans des actions communautaires. Il a d'ailleurs reçu en 2017 le NBA Community Assist Award. Financièrement, il a gagné de plus de 39 millions de dollars en salaire NBA, ce qui est énorme, mais aussi presque choquant quand on se rappelle qu'il a fini 5ème du vote MVP et n'a jamais signé de contrat massif comme il l'aurait mérité. Alors chez lui, ce qui reste surtout, c'est l'humain, la résilience, et cette impression persistante qu'une blessure lui a coûté bien plus qu'une simple fin de prime. Et c'est ça pour moi qui rend son histoire aussi marquante. Isaiah Thomas, ce n'est pas juste un joueur qu'on a oublié. Isaiah Thomas, c'est un mec qui a touché le sommet et qui ensuite a passé presque 10 ans à essayer d'y remonter. C'est triste, ouais, mais sûrement pas aussi dramatique que ce qui va suivre. Parce que là, je vous préviens, on attaque sans doute l'histoire la plus tordue du lot. Josh Jackson, ce n'est même plus un talent gâché, c'est une carrière qui part complètement en vrille. À la base, avec lui, on parle d'un immense prospect, un des très gros noms de la draft 2017, long, explosif, hyper athlétique, capable de défendre plusieurs postes, de courir, de finir fort, de mettre une pression énorme sur un terrain. Au lycée, entre Détroit Consortium et Prolific Prep, il se construit une vraie hype nationale. Puis à Kansas, en NCAA, il confirme avec près de 16 points de moyenne, plus de 7 rebonds et 3 passes, et une place parmi les tout meilleurs prospects du pays. À ce moment-là, l'idée est simple, il est un ailier moderne, intense, polyvalent, avec un plafond immense de two-way player, une potentielle future star. D'ailleurs, pour ses débuts en NBA, il a plutôt tendance à confirmer les promesses placées en lui. Quand les Suns le sélectionnent en 4ème position de la draft 2017 derrière Markelle Fultz, Lonzo Ball et Jason Tatum, personne ne crie au scandale, et sa saison rookie n'a rien d'un naufrage. Il joue 77 matchs, en démarre 35, tourne à plus de 13 points, prend presque 5 rebonds, met de l'énergie. En gros, on voit les flashs, on comprend pourquoi il a été drafté aussi haut. Sauf qu'en parallèle, tout ce qui devait devenir plus propre ne le devient jamais assez. Le tir reste irrégulier, les décisions restent bancales, l'efficacité plafonne, et surtout, avant même sa draft, il y avait déjà un signal d'alerte avec cette affaire de dégradation de voitures sur le campus de Kansas. Donc ouais, on va pas se mentir, il y avait déjà des soucis extrasportifs un peu inquiétants avant même la NBA. Et selon moi, c'est peut-être déjà là que la machine avait commencé à se dérégler pour de bon. En 2019, sa réputation prend plusieurs coups. Il est arrêté en Floride après un incident dans un festival avec des accusations de fuite et de résistance aux forces de l'ordre. À côté de ça, son ex-campagne l'accuse également d'avoir consommé du cannabis près de leur enfant, ce qu'il nie publiquement. Et sportivement, Phoenix ne croit plus vraiment au projet. Il est envoyé à Memphis, où les Grizzlies l'expédient carrément en G-League. Ça, symboliquement, c'est énorme. Passer de numéro 4 de draft à joueur envoyé en Ligue mineure en à peine 2 ans, ça raconte déjà une chute brutale. Et malgré tout, pendant un moment, il arrive tout de même temporairement à retrouver la lumière des projecteurs. Peu après, à Détroit, il retrouve une place correcte dans la rotation. En 2020-2021, il joue 62 matchs, en démarre 25, tourne à plus de 13 points et donne l'impression d'être redevenu un vrai joueur NBA. Pas la star qu'on imaginait évidemment, mais un ailier utile, fiable et même encore jeune. Sauf que cette embellie ne dure pas, son rôle diminue, Détroit s'en sépare, Sacramento le récupère brièvement, puis plus grand chose. Quand avec Toronto, passage express chez les Stockton Kings début 2023, puis plus rien. Et c'est ça qui rend son cas presque irréel. Il a aujourd'hui 29 ans, un âge où plein de joueurs sont encore en plein prime, et pourtant lui n'a plus aucune trajectoire basket visible. Pourquoi ? Eh bien, pour expliquer tout ça, il est temps d'ouvrir son dossier le plus lourd. En 2023, il est accusé d'agression sexuelle et d'avoir orchestré une tentative de vol à main armée. Lui nie fermement par la voix de son avocat. Et là, il faut être carré. Ce qui est public, ce sont les accusations, leur gravité et le démenti de Jackson. En revanche, à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de résolution publique claire permettant d'aller plus loin. Donc le plus honnête, c'est de dire que ces accusations existent toujours publiquement, qu'elles ont durablement plombé son image et qu'elles rendent toute idée de retour simple encore plus improbable. Ceci dit, vu tous les chefs d'accusation qu'il a au-dessus de la tête aujourd'hui, difficile de penser qu'il est complètement innocent dans toutes ces histoires. Au final, Josh Jackson a gagné près de 30 millions de dollars en salaire NBA. Aujourd'hui, il est listé comme free agent, sans club actif identifié publiquement depuis 2023. Donc la vraie image qui reste, ce n'est pas celle d'un joueur malchanceux, c'est celle d'un talent immense chez qui rien n'a jamais réussi à tenir. Ni le jeu, ni la maturité, ni la confiance des franchises, ni l'image publique. Et à mes yeux, c'est ça le plus violent. Josh Jackson, ce n'est pas juste un potentiel gâché, c'est un joueur dont chaque porte s'est refermée l'une après l'autre, et il en est peut-être un peu responsable. Je vais pas aller jusqu'à dire que toutes les casseroles qu'il a aux fesses sont méritées, quoique, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fin de carrière, là, dans quelques années, il pourra avoir des regrets. Mais allez, pour finir, on change totalement d'ambiance avec un nom qui, je le conçois, lui, est beaucoup moins connu. Mais honnêtement, pour moi, je vous préviens, son histoire, c'est peut-être une des plus fortes de toutes. Parce que Tyrell Terry, à la base, c'est le profil du prospect intelligent, rapide, ultra technique, le style de joueur que les fans adorent avant même que le grand public ne le repère. Il grandit surtout dans le Minnesota, et se bâtit très tôt une réputation de garde extrêmement habile, très bon shooter, très fin dans la lecture du jeu, avec un vrai QI basket. Pas forcément le plus explosif, mais une intelligence de jeu qui vraiment lui permet d'être au-dessus de tout le monde. Et ça, à ce moment-là, tout ça, forcément, s'appelait beaucoup à la NBA.
Dallas le récupère à la 31e position de la draft 2020. Sur le papier, c'est presque le fit parfait. Une franchise ambitieuse montée autour de Luka Doncic en gros créateur et lui en complément pour shooter, fluidifier le jeu et progresser tranquillement. Sauf que la réalité est beaucoup plus dure. En NBA, il joue très peu, une dizaine de matchs, quelques minutes, pas vraiment le temps de s'installer. En G-League, en revanche, il montre qu'il peut exister avec une quinzaine de points par match et plusieurs passes. Donc non, ce n'est pas un joueur incapable, mais on comprend très vite que le vrai sujet dépasse le terrain. Parce que ouais, des joueurs comme ça, qui n'ont pas vraiment leur chance tout de suite, on en a vu plein d'autres. Sauf que d'un coup, pour Tyrell Terry, arrive un tournant imprévu. Très tôt, il s'absente pour des raisons personnelles, puis à nouveau, et progressivement, on comprend qu'il traverse d'importants problèmes de santé mentale. Anxiété, mal-être, pression, des choses dont on parle encore très peu dans le sport de haut niveau. Dallas finit par le couper en 2021 malgré un contrat encore garanti. Memphis lui donne une petite chance derrière, quelques matchs, un contrat toué, mais rien ne tient vraiment. Et en décembre 2022, à seulement 22 ans, il annonce sa retraite. Et je vais être totalement transparent, ça je l'avais pas du tout vu arriver. Dans son message, il explique que le basket lui a apporté des moments incroyables, mais aussi certaines des périodes les plus sombres de sa vie. Il parle d'anxiété, de pensées envahissantes, d'un rapport au jeu devenu toxique, et surtout d'un truc hyper fort, l'impression de ne plus jouer pour lui, mais seulement pour répondre aux attentes extérieures. Et ça, c'est peut-être le cœur de son histoire, parce qu'on n'est pas sur un mec blessé, pas sur un mec plus haut niveau, on est sur quelqu'un qui a atteint la NBA, qui sait jouer et qui décide de s'en éloigner pour se protéger. Du coup là, pour lui, il est temps de se reconstruire, au moins psychologiquement. Il retourne alors à Stanford pour terminer ses études, et déjà rien que ça, c'est un twist incroyable. Un ancien joueur NBA qui revient sur les bancs de la fac comme si on rembobinait l'histoire, c'est assez original. Puis il s'oriente vers autre chose, notamment l'immobilier, avec une structure qu'il présente comme TM Real Estate. On n'a pas tous les détails, mais on comprend qu'il essaie de se faire oublier, de se construire une nouvelle vie, loin de la balle orange. Et pourtant, surprise, quelques temps après, alors qu'on s'y attendait plus, il fait son retour sur les terrains. En 2024, il sort de sa retraite et signe à Limoges, au CSP, et là forcément ça nous parle. Un ex-joueur NBA qui prend sa retraite à 22 ans, puis qui revient en Betclic Elite, c'est pas fréquent. Et son premier match montre qu'il a eu raison, 16 points directs, sauf que ça ne dure pas. Très vite, il disparaît de la rotation, le club annonce des raisons personnelles, il repart aux États-Unis, 2 matchs joués, c'est tout. Et aujourd'hui, alors, 1 an et demi après son passage en France, il en est où ? Eh bien, la réponse est assez troublante. Il n'est plus dans une équipe pro identifiée. Sa dernière trace sur un terrain, c'est Limoges. Depuis, il est entre plusieurs vies. Un peu étudiant, un peu entrepreneur, un peu ancien joueur NBA. Financièrement, il a gagné près de 5 millions de dollars en salaire NBA, ce qui est énorme vu le nombre de matchs joués. Mais derrière, pas de grosses infos publiques de comment il a investi son argent. Juste un mec qui a touché un rêve et qui, par lui-même, a décidé de s'en éloigner. Et c'est ça, au final, qui rend son histoire complètement à part. Tyrell Terry, ce n'est pas l'histoire d'un mec qui n'a pas réussi à atteindre la NBA, puis qui est parti faire autre chose parce qu'il a échoué. C'est l'histoire d'un mec qui y est arrivé, qui a réussi à toucher son objectif et a décidé de s'en éloigner de lui-même. Ça montre tristement que parfois, le talent a beau être là, ça ne suffit pas pour s'installer dans la grande ligue. Le sport professionnel, c'est une pression phénoménale au quotidien que tout le monde ne peut pas supporter, quel que soit le nombre de millions à la clé. Tyrell Terry a donc fait son choix, et désormais, on ne peut que lui souhaiter tout ce qu'il mérite dans tous les projets qu'il entreprendra. Bref, voilà, on arrive au bout, dites-moi de votre côté ce que vous avez pensé de ce format un peu particulier. Puis parmi les joueurs dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est quoi l'histoire qui vous a le plus touché ? Et dites-moi aussi si vous êtes chaud pour un tome 3, j'ai déjà plein d'autres histoires en tête, mais s'il y a des noms dont vous voudriez entendre parler, dites-le moi également en commentaire, c'est important, j'ai envie de vous écouter. Enfin vous connaissez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la booster pour la faire grimper dans les algorithmes. Et n'oubliez pas, vous connaissez la rengaine, pensez également à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer le tome 3. Merci pour toute cette force la team, et nous on se retrouve tout de suite dans la section commentaires.